Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu, donner un peu un historique un peu des capsules. Donc, à l'occasion de la Semaine de la santé mentale des Noirs, Franco Koué avait collaboré avec Laurent Francis Ngoumou dans le but d'offrir un atelier visant à améliorer la santé mentale de la communauté des nouveaux arrivants LGBTQIA+, noirs et francophones. À la suite de cet atelier et des retours collectés auprès des participants, Laurent Francis a débuté une série de 4 capsules informatives sur le bien-être et l'épanouissement santé mentale des personnes noires LGBTQIA+, sous le prisme du savoir africain. Et l'objectif de ces capsules est d'offrir aux participants une forme de soutien psychosocial qui permet de développer son ouverture d'esprit et aussi aller vers un début d'acceptation de soi-même et de son moi intérieur en tant que minorité sexuelle. Donc, chaque capsule a consisté d'une présentation d'environ 30 minutes par Laurent Francis Ngoumou, suivie d'une discussion avec les participants d'environ 20 minutes, pour un total de 45 minutes à 1 heure de présentation. Ces capsules ont été présentées tous les lundis à 17h30 pendant 4 semaines, aujourd'hui étant la dernière capsule pour nous. Et les capsules sont développées avec et pour nos clients et clientes, avec le soutien de la Ville de Toronto, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Puis, elles seront mises à disposition sous format audio, comme je vous l'ai dit plus tôt. Alors, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la 4e capsule, où nous aborderons le sujet d'être garant de sa santé physique et mentale en tant que membre de la communauté noire LGBTQIA+. Et donc, finalement, j'ai le plaisir de vous présenter Laurent Francis Ngoumou, titulaire de 2 maîtrises, l'une d'elles en travail social et droits humains de l'Université des sciences appliquées Alice Salomon de Berlin. Sa thèse a porté sur les droits et la réglementation des demandeurs d'asile et des demandeuses d'asile dans le contexte de l'Union européenne en forme d'études comparatives des homosexuels camerounais en Allemagne et en Belgique. Présentement, elle fait son doctorat en travail social avec une majeure en sciences politiques à l'Université de Laval au Québec. Et l'un de ses intérêts de recherche parmi plusieurs inclut le racisme systémique, les barrières psychosociales vécues par les minorités sexuelles afro-caribéennes dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil, pour en nommer que cela. Laurent Francis appartient à la communauté LGBTQIA+, et a une identité de genre non-binaire, donc elle accepte qu'on utilise les pronoms il, elle ou elle. Donc, à la fin de cette présentation, nous aurons un moment de questions-réponses, comme je vous l'avais mentionné un peu plus tôt. Et je vais laisser la parole à Laurent Francis. OK. Quand tu veux. Oui, bienvenue à la dernière capsule qui s'intitule Comment prendre soin de sa santé physique et mentale. Je tiens à saluer toutes les personnes qui ont bien voulu être présentes ce soir pour nous donner de leur temps et pour écouter comment prendre soin de son bien-être psychologique et physique. Et comme notre étude est basée sur le prisme africain, parce que les outils qu'on a donnés pendant ce séminaire étaient basés sur le savoir-faire africain, qu'est-ce que l'Afrique fait et comment l'Afrique communique. Et comme en Afrique, nous communiquons de manière orale. Dans ma langue maternelle, je suis Ewondo Beti. Beti qui signifie les seigneurs. Moi, je suis un enfant des seigneurs de la forêt équatoriale. Et là, dans ma région, là où je suis né, mes ancêtres s'habillaient comme ça pour des festivités et aussi pour des festivités, ils s'habillaient au quotidien. Mes ancêtres n'avaient pas d'habits sur eux. Ils s'habillent comme l'image qui est en face de vous. Mais ça, c'est une image, le jeune homme qui est en face de vous, de Ndolo Youth Choir, il est habillé en Zoulou. Ça, c'est la tradition Zoulou. Donc, il faut vous rappeler aussi que l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud de Nelson Mandela. C'est le premier pays à avoir légalisé le mariage homosexuel, à avoir reconnu les questions homosexuelles. Donc, c'est pour cela que je ne vais pas puiser dans le savoir-faire africain pour nous aider, nous, nouveaux arrivants ici au Canada, à mieux nous intégrer, à mieux nous sentir psychologiquement et durant cette période de pandémie. Il est important de relever que l'Afrique ici, nous sortons d'une tradition orale.
Nous sortons d'une tradition orale, ça veut dire que c'est l'oralité. On transmet le savoir, on transmet les connaissances de manière orale. L'épistémologie ici est transmise de manière orale par des personnes âgées qui transmettent à la jeunesse, au fait. Et aussi, et cela a eu des problèmes avec l'arrivée de la colonisation, comme on l'a dit. Et maintenant, pour vous permettre, parce que je sais que vous avez passé des journées pas faciles avec la troisième vague du corona, de la pandémie qui est en train de commencer, pour nous permettre de nous asseoir et d'entrer nouvellement dans cette capsule, on va suivre We Will Rise. Nous allons nous élever ensemble de Ndoye Kwaya. C'est une jeune chorale sud-africaine qui essaie de mélanger la culture sud-africaine et la culture occidentale. Donc, vous allez voir du piano, des instruments modernes joués là-dedans, mixés à de la tradition des jeunes. C'est cette jeune chorale qui essaie de valoriser la culture sud-africaine avec mixée à la modernité. C'est aussi ça, comme le Canada, c'est un pays multiculturel. Le multiculturalisme tel que défini par les pères fondateurs du multiculturalisme pourrait dire que en tant que nouvel arrivant, en tant qu'immigrant au Canada, on arrive avec notre bagage culturel, avec nos identités. C'est cet ensemble de cultures, d'identités que, ensemble, nous allons bâtir avec nos identités, avec notre culture, le Canada de demain, le Canada où il va faire bon vivre. Cela voudrait dire que le Canada, c'est un pays qui nous accepte avec notre culture, notre identité. Du moment où on respecte les lois, mais avec nos identités, notre savoir-faire, ça va nous permettre de développer le Canada de demain. Et là, on vient de suivre la chorale Ndoye Choir from South Africa, de l'Afrique du Sud. Cette chorale qui est l'incarnation de la multiculturalité et de la diversité. Et là, on a vu comment est-ce que les jeunes jouent avec la culture sud-africaine et la culture moderne, au fait. Donc, pour entrer aussi dans le multiculturalisme canadien, qui veut dire que lorsqu'on est nouvellement arrivé au Canada, lorsqu'on est une personne migrante au Canada, il ne faudrait pas oublier votre culture. C'est votre culture qui vous permet d'avoir une bonne santé mentale. C'est votre culture et votre identité qui vous permet de mieux vous intégrer dans la société d'accueil. Cela ne voudrait pas aussi dire qu'il ne faudrait pas respecter les règles de la société d'accueil. Il faut respecter les règles juridiques, la vie des personnes que vous allez trouver dans le territoire canadien, mais sans toutefois ne pas oublier sa culture et son identité, parce que c'est ton identité qui te permet de t'intégrer et de te sentir bien. Je le dis pourquoi ici, parce que beaucoup de personnes d'ascendance africaine et caribéenne pensent toujours que lorsqu'il faut s'intégrer dans la société d'accueil, il faut tout effacer de sa culture, sa langue, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, son accent. Non, parce que les gens diront que ah, ton accent, tu as un accent un peu africain, ton français ton français ou bien ton anglais a plus un accent africain. C'est normal. C'est ça qui fait votre identité. Votre accent, vous ne pouvez pas l'effacer. Effacer votre accent, votre manière de parler, c'est comme si vous étiez en train d'effacer votre identité. Parce que je le dis parce que beaucoup de personnes se sentent souvent rabaissées, blessées profondément lorsqu'on leur dit que oh, tu as un accent prononcé africain dans ta manière de parler. Au contraire, il faut en être fier de cela. Il faut être fier de ses origines parce que toute personne, qu'elle soit québécoise, qu'elle soit ontarienne, qu'elle soit, je sais pas, une personne d'Alberta, toute personne, qu'elle soit d'ascendance africaine ou caribéenne, il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de ses ancêtres, de sa culture, au fait. C'est ça qui nous permet de nous sentir à l'aise, au fait, aussi. Ça fait partie des outils qu'on m'a demandé. Comme par exemple, on m'a demandé dans ces capsules-là, proposer des outils. Ici, comme je propose à Franco QR, par exemple, de proposer des ateliers aux gens où les gens acceptent à accepter leur culture, à être fiers de leur identité culturelle. Parce que beaucoup d'organismes ici oublient souvent ce revers-là. On arrive ici, on veut, par exemple, la conceptualisation des questions LGBTQ. Comme par exemple, au Cameroun, on parle de Kwandingi.
chez les autres. En Haïti, on parle de Massissi, il y a tellement de noms en Afrique, dans les pays africains. Chaque pays africain a sa manière de voir ces questions LGBTQ. Mais aujourd'hui, on tend à nous à faire une domination LGBTQ de la manière occidentale. Et pourtant, ça, c'est une forme de colonisation. Ça ne devrait pas exister parce que dans chaque pays, dans chaque culture, il y a une forme, l'homosexuel, comme on l'a dit à la première capsule, l'homosexualité a toujours existé dans les pays africains avant l'esclavage, avant la colonisation. Et avec ces homosexuels avaient des appellations, ils étaient respectés, donc, mais n'avaient pas le concept de LGBTQ. Et aujourd'hui, on tend à imposer le concept de LGBTQ partout dans le monde, en fait. Actuellement, je suis en train de faire mon étude de terrain au Cameroun. Mes résultats seront publiés à la fin de ma thèse. Lorsque je pose la question aux jeunes que je suis en train d'interviewer au Cameroun actuellement, je leur pose la question, quelle est ton identité de genre, quelle est ton orientation sexuelle? Beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus. J'ai voulu reformuler la question, mais j'ai dit non, il ne faudrait pas que je reformule la question. Il est important de montrer lors de ma soutenance que pas qu'ils ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas approprié à eux. Ils savent que moi, je suis un homme, je suis avec un texte masculin. Je n'ai pas besoin de me justifier que orientation sexuelle ou bien identité de genre. Ils sont perdus dans ça. Donc, ça veut dire, lors de ma discussion, je tenais à relever que il y a une sorte d'imposture universaliste des canons LGBTQ. On veut imposer ça à tout le monde, au fait. Et c'est ça que se relève mon questionnaire dans ces pays africains actuellement. Donc, il y a une incompréhension. Elles, sont, elles font partie des personnes de la diversité sexuelle de genre. Parce que le terme scientifique, c'est les personnes de la diversité sexuelle de genre. Donc, donc, elles font partie de la diversité sexuelle de genre, mais elles ne se reconnaissent pas dans les conceptualisations et la représentation occidentale, au fait. Donc, c'est un point important à relever. Et comme on est dans la capsule, comment prendre soin de sa santé mentale, de sa santé psychologique, on a vu aux États-Unis, après les événements de Stonehill, comme vous connaissez, Stonehill, c'est les fameuses émeutes qui ont eu aux États-Unis où les gays noirs et les gays ont dû se battre contre les policiers pour, oui, Stonewall. Je prononce mon dernier français, oui. Stonewall, pour se battre contre les policiers, pour réclamer leurs droits. Et au lendemain de ces émeutes-là, avant même ces émeutes-là, il y avait des problématiques qui existaient déjà dans la communauté LGBTQ, dont les Noirs se sentaient discriminés et les Latinos. Les Noirs et les Latinos se sentaient discriminés. Ils étaient victimes de discrimination dans le milieu LGBT même. Ça veut dire que dans le milieu LGBT, il y a cette intersectionnalité-là. Comme pour évoquer ici Kimberley qui parle de l'intersectionnalité, pour évoquer aussi Dubois qui parlait déjà aussi des problèmes au sein d'une société où les minorités subissent souvent les problématiques d'un groupe dominant. Ce qui veut dire que les personnes LGBT subissaient des problèmes psychologiques. Elles avaient des problèmes psychologiques, elles étaient incomprises dans leur famille et dans leur milieu où ils devaient se sentir en famille. Elles étaient rejetées. Elles n'arrivaient pas à participer aux compétitions de danse et elles se sentaient vraiment mal. Et pour surmonter leur mal, pour aguerrir leur mal, ils ont inventé un pas de danse qu'on appelle le voguing. Dans une première vidéo, dans une deuxième vidéo qu'on va vous présenter tout à l'heure, là, on va vous présenter le voguing. Le voguing, c'est une étude de cas que j'ai pris qui a aidé les personnes, qui aide beaucoup de personnes LGBT aujourd'hui, latinos et noirs américains, à s'en sortir psychologiquement. Donc, merci Fabrice. Donc, la première vidéo, on va parler, c'est une étude de cas. Ce n'est pas dit que tout le monde sera comme ça. Il faut faire attention avant de lancer la vidéo. Il ne s'est pas dit que tout le monde le fait pour survivre, mais c'est une étude. Le voguing ici intervient comme une sorte de thérapie pour dénoncer, parce que quand on dénonce, ça nous permet de nous sentir bien mentalement. Quand on dénonce, ça nous permet de nous sentir bien dans nos corps psychologiquement et mentalement. Et que parce qu'il n'y avait pas de psychologue pour ces noirs-là, il n'y a pas parfois de psychologue adapté aux personnes noires, même des travailleurs sociaux adaptés aux personnes noires. Donc, ça veut dire que ces personnes, elles sont discriminées au sein de leur famille,
dans les milieux de travail et aussi dans les milieux LGBT. Dans les milieux LGBT, elles sont victimes de double racisme, d'exclusion et de fétichisation. Donc, certains ont cultivé le voguing pour devenir fort, pour avoir une santé mentale. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui cette étude de cas, le voguing comme le voguing comme outil de bien-être. Et ici, on a c'est Kidi Mills, qui est d'origine camerounaise. C'est aussi, il est une personne LGBT, il est queer LGBT, il a été persécuté par sa famille à cause de son homosexualité. Il est français, c'est un grand DJ à Nero. J'ai assisté à, moi j'aime les boîtes de nuit au fait aussi. J'ai assisté et c'est un grand DJ, vraiment. C'est le meilleur DJ que je peux vous le recommander. Et aussi, Kidi a cultivé cela, le voguing, pour dénoncer ce qu'il a vécu dans son enfance. Et parce qu'en France et aussi en Europe, beaucoup de Noirs se sentent persécutés encore. Et beaucoup de Noirs LGBT se sentent persécutés encore. Et c'est pour cela qu'il a créé aussi des houses pour dire la famille, au fait. Ça fait la house, la famille, comme en Afrique, comme on dit souvent, la famille est le socle de tout. Donc, ça nous rappelle donc au séminaire, ça veut dire on prend ce qui est de bien en Afrique. C'est pour cela que cette création des houses aussi remplace les pères et les mères, en fait, aussi. Alice, elle vous parlait, lors de la dernière conférence, elle vous parlait elle est en train de vouloir parler d'une house Alicia avec sa fille qu'elle est en train d'aider, au fait, aussi. Donc, comme vous l'avez sur la vidéo, vous allez voir où est-ce qu'est né le voguing, comment est-ce que certaines personnes utilisent le voguing pour les aider dans la vie au quotidien. Merci, Mathieu. V-O-G-U-E Vogue. Salut, je m'appelle Kid Ismail et on est chez Vogue pour vous apprendre le voguing. Je vogue chez Vogue. Vogue. Enhanced Performance, c'est un élément qui est hyper important. Il s'agit en fait d'utiliser ses mains pour commencer à raconter une histoire. Quand on arrive sur le floor, prêt à batteler, avant même qu'on commence à bouger, ce sont les mains qui racontent une histoire. Ça peut être très grossièrement, j'ouvre mon fard à paupières et je m'en mets sur les yeux, ou mon fard à joues et j'en mets sur les joues. Ce sont des histoires comme ça qui sont racontées avec les mains et qui permettent d'introduire un autre mouvement. Hands Performance, on utilise ses mains et on peut aussi les naviguer autour de son visage pour se rappeler un peu les poses de magazine. C'est vraiment ce qui fait le lien entre le magazine Vogue et la danse Vogue. On peut retrouver ces poses que l'on fait dans le voguing et aussi en couverture de magazine. Il y a des gestes que vous pouvez nous décoder, nous dire ce que vous êtes en train de faire? C'est la base c'est la base, le 8 figure. Ah, c'est un 8. Yes. Et c'est quoi, c'est l'infini du coup? Exactly. I am the king. I am the baddest bitch as well, and I look good. I got body. My face is cute. My beard as well. My shades are cute as well. It's like a little spell. I like magic and shit, so, Le voguing est une danse de la communauté ballroom qui a été inventée vers la fin des années 70 à Harlem, exactement, suite à du racisme à l'intérieur de la communauté LGBT. À la base de ce mouvement qui s'appelle la ballroom culture, ce sont des femmes trans et des drag queens de couleur qui participaient tout le temps à des concours de drag, mais à Manhattan. Et elles perdaient toujours en raison de leur couleur. Et à un moment, elles en ont eu marre et elles ont décidé de faire des événements qui étaient créés par elles et qui célébraient leur beauté. Dans la ballroom scene, c'est pas très important ton genre de naissance. Ce qui compte, c'est l'identité que tu revendiques et cet espace est là pour le célébrer. We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucking... Donc le duck walk, qui ressemble au pas de canard, est un pas de transition du catwalk pour aller vers son floor performance. Je suis the legendary Vinnie Revlon et je suis chez Vogue. Smiling at you, but wishing, praying for... Pour apprendre à voguer, comme c'est pas une danse traditionnelle, c'est quelque chose qui est issu de la communauté noire et latino, donc le passage de l'information et de la connaissance se fait essentiellement verbalement. Quand on veut faire du voguing, on intègre une house, c'est une famille, c'est comme une équipe, un gang, et on s'affronte
de gang en gang, de house en house. Et pour avoir des connaissances regardant une danse, pour apprendre, pour avoir cette transmission, il faut avoir une mover, une sacrée bonne mover. C'est Kiona Revlon, mover de la House of Revlon. Et c'est aussi une des danseuses qui m'a accompagné sur ma tournée. Bonjour, je suis Kiona Revlon, mother de la House of Revlon Paris. Et on est chez Vogue. Et là, je vais faire une démonstration de l'élément Hair Control. Le hair control, c'est ce qu'on dit être le 6e élément. Toutes les female figures, c'est-à-dire les entités féminines de la scène, connaissent et pratiquent cet élément. Quand les personnes transgenres ont décidé de s'emparer de Holloway, ont décidé de le féminiser, c'était aussi pour raconter leur chemin de transition. Et quelque chose qui est très important chez la femme transgenre, c'est les cheveux. Et elles ont commencé à créer un langage pour exprimer leur folie à travers les cheveux, qu'on appelait Hair Control. Voici Madame B de la House of La Durée, la première house française. Elle va vous montrer ce qu'est floor performance. Floor performance, attention, c'est très sexuel. Rangez vos enfants, c'est à propos d'exprimer ce qu'on a entre les jambes. Le floor performance, c'est l'élément qui nous permet de nous exprimer au sol. Il s'agit de faire l'amour au sol et surtout la féminité à son paroxysme. Parce que la ballroom scene est un endroit dans lequel on peut fantasmer une vie autre, une vie dans laquelle on aurait une meilleure position sociale. Historiquement, les houses, elles ont choisi de prendre des noms de maisons de couture puisqu'elles ont été inspirées par le magazine Vogue. Donc on retrouve la House of Mugler, la House of Dior, la House of Prada, il y a la House of Gucci, la House Mizrahi. C'était la house de laquelle je faisais partie. Et après, il y a des noms de cosmétiques. Donc, on a la House of Revlon. Et il y a des gens qui ont décidé de sortir de ces sentiers battus et de prendre des noms de house qui, en fait, définissent le style que eux voulaient avoir. Donc, on a la House of Ninja parce qu'ils étaient dans un style de danse hyper précis et ils aimaient bien arriver, comme ils disaient, comme des assassins et ils repartaient avec les trophées. Parce que le but de tout ça, de danser, c'est qu'on s'affronte dans des compétitions qui sont dites des balls. Et quand on gagne, on repart avec un trophée et des fois de l'argent. Dans un ball, vous avez des catégories qui sont très différentes. Il y a tout un côté qui est très axé sur la mode, qui est dit le côté fashion, dans lesquels vous avez des catégories comme runway, où vous pouvez marcher, montrer ce que vous auriez pu faire si vous étiez sur un runway à Paris. Vous avez best dressed, où il faut avoir la meilleure tenue possible si on allait sur un red carpet. Vous avez aussi des catégories qui sont dites beauté, donc il y a face. C'est à propos d'avoir un joli visage, très symétrique, et qui est dans la grande tradition des concours de drag queen, c'est-à-dire qu'on vient présenter son visage, son carta, comme ils disent aux USA. Donc là, on va vous montrer le catwalk. Le catwalk, c'est un mouvement qui sert à se déplacer et qui exagère le mouvement des hanches. Et on utilise ses mains aussi, toujours pour continuer à raconter une histoire, dans la continuité de Hands Performance. Ce qui se passe quand vous arrivez dans un ball de voguing, c'est qu'il y a une présentation des personnages, des stars, des legends, des icons de cette scène. Et quand elles montent sur le runway, elles font des signes coucou, elles disent bonjour, elles marchent. Elles se présentent. Souvent, elles le font en imitant les mannequins à la Fashion Week. Mais pour les gens qui étaient des performeurs, c'était quand même assez boring. Donc, elles ont rajouté de la danse dedans, et ce qui a donné une marche des défilés parisiens avec une accentuation des hanches de gauche à droite en utilisant toujours ses mains, comme dans Hands Performance. Est-ce que c'est narratif? Oui, c'est narratif normalement. Tu t'exprimes pas verbalement, je vais pas raconter quelque chose verbalement, mais tu t'exprimes physiquement. Ça reste un concours. Ça Ouais. reste, C'est vraiment la féminité, la sensualité, c'est tout ça, c'est les gestes féminins, c'est se sentir c'est la quelqu'un compétition, d'autre. surtout, c'est qui sera la meilleure. Ouais, je pense que dans toute personne, on a un être qui n'est pas vraiment physiquement réel Un alter et on ego. a un alter ego et donc du coup on a besoin pour pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est universel parce que tout le monde regarde la démarche des gens. C'est grâce à la Exactement. démarche de quelqu'un, tu connais ça. Par exemple, Sans- Beyoncé, ça si elle va marcher self-confidence. comme ça, ben, ce sera vite fait. Alors que si elle va... Ça donne plus de puissance au mouvement, ça donne plus de choses et tout. Donc c'est plus intéressant à regarder. Écoutez ma robe.
ici en France, la scène, elle est assez récente, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 10-12 ans, pour transmettre et donner aussi à la jeunesse LGBT, plus précisément à celle de couleur, un espace dans lequel elle n'avait pas à choisir entre être gay ou être de couleur. Dans la ballroom scene, on peut être toutes ces choses-là à la fois et les célébrer. Paris, bonjour. Emmanuel, c'est pour toi. Je dis que t'es à Milan. Désolé, elle est en shooting à Capri. Elle vous rappellera incessamment sous peu. Ça tombe bien, ça me donne l'occasion de vous expliquer le spin and dip. À l'origine, c'était 2 mouvements. On a décidé de les rassembler parce qu'ils coulaient bien l'un avec l'autre. Ils n'ont pas vraiment d'explication, surtout pour le spin. Je pense que c'était surtout pour intégrer un élément technique de danse. Chacun sa propre interprétation. Et la première fois qu'il a été inventé de la façon dont vous le connaissez, c'est-à-dire hyper... OK. Je pense que cette étude de cas, dans cette étude de cas-là, en dehors de ce qu'il a expliqué, en dehors de ce qu'il dit expliquer, il y a cette dimension psychologique et mentale qui permet, parce que beaucoup de personnes qui arrivent à Toronto, au Canada, ont été persécutées, surtout, je parle ici des personnes LGBT noires qui sont venues d'Afrique, des Caraïbes. Beaucoup ont été persécutés dans leur famille, au fait. Et beaucoup, parfois, on les a empêchés d'exprimer leur féminité. Leur féminité, d'être qui ils sont, au fait. Et beaucoup aux États-Unis, parce que c'est beaucoup développé dans les communautés noires et latinos aux États-Unis, cette danse, elle n'est pas que danse, au fait. Elle est symbole de dénonciation et elle permet aussi en même temps une sorte de thérapie pour que la personne se libère psychologiquement, en fait. Vous savez, quand on veut intégrer un pays, lorsqu'on veut intégrer une société, si on n'est pas libéré psychologiquement, si on n'arrive pas à être qui on est réellement, on ne peut pas s'intégrer. Donc, eux, tellement ils vivent des persécutions, certaines personnes, comme dans cette étude du cas, ils ont trouvé un moyen de se libérer. Ça leur permet de se sentir à l'aise, au fait. Parce que vous avez vu certaines personnes parlent de leur féminité, la manière féminine, elles parlent de gestuelle, elles parlent de déhanchement, elles parlent de démarche, elles parlent que le train danse, ça permet de sortir ce qui est à l'intérieur, toutes les frustrations, tout ce qu'elles ont vécu de mal à l'intérieur, au fait. Donc, il faut voir au-delà de cela, au fait, aussi. C'est aussi un outil que je pourrais proposer à Franco QR qui cherche un outil pour ceux qui seront intéressés parmi les nouveaux arrivants à la danse, par exemple du voguing. Je le proposerai ça comme outil à Franco QR d'intégrer ça, comme par exemple aussi, je pense certains organismes parlent du yoga, comme le yoga, je sais que ce n'est pas culturellement africain ou bien caribéen. On peut demander à ces personnes aussi de nous apporter qu'est-ce qu'elles faisaient en Afrique ou bien aux Caraïbes. Parce qu'il ne faudrait pas imposer, par exemple, je vois les organismes aujourd'hui imposent souvent, par exemple, les speed dating ou bien alors le Scrabble ou bien c'est un jeu de société. Il faut se poser la question, est-ce que ces personnes-là n'avaient pas de jeu? Là, elles sortaient dans leur pays d'origine. Essayer d'intégrer ces jeux-là dans nos organismes communautaires, au fait. Ça permet à la personne de garder son authenticité, son identité et de mieux s'exprimer. Et aussi, d'après une étude, beaucoup de personnes LGBT ont encore honte. Elles veulent se sentir féminines, mais elles ont encore honte du regard de la société parce qu'elles sont noires. Vous savez, lorsque vous êtes une personne noire, c'est difficile. Je me souviens, si je parle de mon expérience ici, lorsque je suis arrivé ici à Québec, par exemple, venant de Berlin, c'est une grande ville où les personnes LGBT sont émancipées. Je porte souvent des habits unigenres, dont je ne porte pas les habits hommes-femmes, je porte des habits que tout le monde peut porter, au fait, homme comme femme. Je me souviens, j'ai mis du rouge à lèvres, au fait, j'avais de la barbe, comme j'ai toujours ma barbe, j'avais du rouge à lèvres et je portais un pull qui était comme une robe.
et je voulais aller, j'étais en train d'aller en cours. Et lorsque je suis arrivé en cours, les personnes me regardaient chaque fois. Certains éclataient des rires, les gens me regardaient, ils éclataient des rires, au fait. Et même dans les couloirs québécois, blancs comme noirs, tout le monde se regardait, tout le monde, c'était devenu comme une attraction, au fait. Et lorsque je suis entré en salle de cours, je suis allé m'asseoir derrière, toute la classe s'est retournée, au fait. Même le professeur, tout le monde s'est retourné, au fait. C'était pour eux la première fois de voir un noir gay, en fait, un noir LGBT qui s'assume, qui a du rouge en lèvres, qui s'assume. Et j'imagine un peu pour des personnes, par exemple, qui demandent l'asile, ou peut-être des personnes encore qui n'ont pas encore leur papier ici au Canada, comment ils doivent se sentir. J'ai dû porter ça, en fait. Ce regard-là, je l'ai porté, je le porte depuis que je suis arrivé ici. Chaque fois que je m'habille, c'est le regard qui menace, c'est le regard, parfois ils sont étonnés, je comprends. Tu sais, lorsque un homme noir, en fait, entre guillemets, un homme noir, je dis une femme noire parce que je suis personne non binaire, parce que je suis une femme noire avec la barbe, avec du rouge à lèvres, avec habillée en dame, ça fait waouh, ça fait beaucoup parler. Et si tu n'es pas fort psychologiquement, tu ne peux pas, en fait. Et je l'ai beaucoup fait aussi parce que j'ai remarqué que beaucoup de gays, lorsqu'ils arrivaient ici, au Canada, certains se mettaient souvent encore dans le placard, en fait, parce qu'elles ont honte. Elles ont honte. Moi, je dis, si tu as honte de qui tu es, tu ne pourras jamais, tu ne pourras jamais guérir et tu ne pourras jamais ancrer ouvertement dans la société d'accueil. Donc, et là, présentement, je vais vous mettre la troisième vidéo. C'est juste une vidéo de Madonna. J'aime Madonna et parce que Madonna, c'est une personne qui a beaucoup soutenu les personnes LGBTQ et dans son combat aussi. J'ai remarqué, il y a une vidéo particulièrement qui m'a marqué, c'est la vidéo des MTV Awards 90. Dans cette vidéo, regardez la vidéo parce que là, vous allez voir que Madonna montre que comment est-ce qu'on peut être une personne libre de sa sexualité, libre de qui on est. Et dans cette chorégraphie, vous allez voir, elle apporte la chorégraphie du voguing, au fait, aussi. Elle dénonce le fait que la société a voulu nous rendre, on veut dire, tu es une femme vulgaire, tu ne dois pas faire ceci. Et dans la chorégraphie des MTV Awards 90, elle essaie de démontrer comment les personnes peuvent être libres. Et elle dénonce, au fait, aussi. On voit aussi, pour certaines personnes se servent de certaines stars pour aussi avoir de l'espoir en qui ils sont, au moins parce qu'ils se sentent soutenus par des personnes. Il faut regarder la vidéo et la gestuelle et aussi le voguing qui est fait en arrière. Merci. On a vu comment aussi des acteurs, c'est vrai qu'en Afrique, parfois dans les Caraïbes, il y a beaucoup de personnes LGBT qui dansent avec des musiciens, qui font des chorégraphies, qui font dans la production, mais généralement, lorsqu'ils sont persécutés, ils ne sont pas soutenus. Et nous voyons ici comment est-ce que, ici en Occident, le cas de Madonna, où elle soutient la communauté LGBT, c'est une manière aussi de se sentir, ne pas se sentir seule. C'est une manière pour ces personnes de ne pas se sentir seules lorsqu'on se sent soutenu par des icônes comme... pour moi, parce que pour moi, Madonna, c'est une icône. Et aussi, vous voyez, à travers cette chorégraphie, elle dénonce le fait que on a voulu laisser la femme croire que la femme n'est pas libre de son corps. Dans cette chorégraphie, elle fait une dénonciation. Elle dit, je suis libre de faire tout ce que je veux avec mon corps, en fait. Et il y a aussi, en même temps, on mélange aussi, elle fait le rappel avec du voguing, avec des mouvements de voguing, pour dénoncer, au fait, pour dénoncer... le fait que la société s'occupe de la sexualité des gens, s'occupe du corps des gens, en fait. C'est à peu près ça, en fait, au-delà de cela. Maintenant, pour venir à notre thématique d'aujourd'hui, parce que les deux vidéos que je vous ai présentées, c'est des études de cas, en fait, où les gens vivent des problèmes psychologiques, des problèmes de discrimination et ont utilisé certains moyens pour se libérer, en fait. Donc maintenant, pour entrer vivant dans notre sujet, être garant de sa santé physique et mentale en tant que membre de la communauté LGBTQIA+ noire. Vous allez me poser la question que comment est-ce qu'on va se faire pour se sentir bien dans sa peau?
Comment faire pour bien se sentir dans sa peau? Cela commence d'abord par s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, je vous assure que vous n'allez jamais vous sentir bien dans votre peau. Se sentir bien, c'est-à-dire que je me sens à l'aise, je me sens au moins dans un pays où je ne suis pas persécuté. C'est vrai qu'il y a des barrières systémiques qui existent, mais au moins, on va pas venir te tuer physiquement. Et apprendre à assumer qui on est au fait. Il faut comprendre que les paroles que les parents disaient en Afrique, que vous êtes des satans, vous êtes des démons, ces paroles-là, c'est resté. C'est vrai que c'est encore psychologique, c'est encore dans votre tête, mais il faut comprendre que vous êtes dans un pays où de vous exprimer tel que vous êtes. Et si une personne vous attaque parce que vous êtes homosexuel, parce que vous avez l'air d'une femme, parce que vous êtes peut-être lesbienne, vous avez l'air d'un garçon, ou bien alors parce que vous êtes une personne trans ou non-binaire, si une personne vous attaque, appelez le 911. Appelez le 911, n'hésitez pas. Demandez de l'aide à votre organisme. Ou bien, si vous avez un téléphone, appelez le 911. Appelez le 911. Moi, j'habite dans une cité d'étudiants ici, il y a 600 étudiants. Et je suis ouvertement gay. Je préfère souvent vous parler de mes expériences pour vous faire comprendre ce que j'ai vu au quotidien. Ça veut dire que je m'assume complètement, je m'assume en tant que personne gay, mais sur Grindr, sur le site de rencontre, lorsque j'ouvre le site de rencontre, il y a au moins, je vois peut-être au moins 100 personnes. Ils n'ont pas de photos, mais ils sont sur Grindr en fait, qui n'assument pas leur homosexualité. Ça, c'est leur droit. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Donc, chaque fois que peut-être si je pars aux toilettes, si je trouve des garçons, ils vont sortir. Il y a des comportements comme ça. Je suis arrivé en 2019, j'étais en 2018, j'ai été attaqué plusieurs fois par des groupes d'étudiants. Chaque fois que je montais à l'ascenseur, comme j'habitais au 6e étage, on me traitait des PD. Ah, le PD, ah, le PD, ha, ha, ha. Ah, le PD, ha, ha, ha. Ça, c'est au Canada, c'est ça au Cameroun. Ça, c'est des choses qui se passent au Canada. Pas des étudiants, ça veut dire des intellectuels. Vous pouvez imaginer les gens qui ne sont pas des intellectuels dans un milieu intellectuel. Et là, donc, ça s'est fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et la 5e fois, j'ai confronté le groupe. Parce que dans le groupe, il y avait des Québécois, il y avait des Européens, des Canadiens, des Européens, il y avait aussi des Africains. Et ils ont voulu me faire passer pour fou, en fait. Moi, j'ai appelé le service d'aide. J'ai dû écrire la plainte et on a passé au procès à l'université. Mais je vous assure que je me suis senti humilié parce que il fallait que je justifie. Vous savez, quand vous avez été violé, et si vous avez été violé, je ne sais pas, excusez-moi, mais lorsque quelqu'un, on demande de justifier, d'expliquer comment est-ce que le violeur t'a violé, au fait, devant le violeur, au fait. C'est ça à quoi je me sentais mal. Je me suis senti mal. On me dit, comment il t'a insulté? Comment il t'a ressenti ça? Comment tu as ressenti ça? Est-ce que tu es sûr que c'est à toi que ça s'agressait? Est-ce que tu es sûr que ce n'était pas à toi que ça s'agressait? Comment expliquez-vous que tu montes vous vous retrouvez dans l'élévateur 5 fois, la personne dit toujours PD, avec le même groupe dit toujours PD quand vous vous retrouvez, et il rit toujours. Et comment allez démontrer cela en fait? Et chaque fois que je croise ces personnes hors de l'ascenseur, ils sont en train de me regarder, ils me regardent, ils commencent à me regarder, et après ils éclatent de rire. Comment tu vas démontrer que ces personnes sont homophobes en fait? Soit ces personnes sont en train de t'attaquer. J'avais 2 amis qui étaient gays, qui habitaient l'immeuble, les résidences. Elles ont quitté les résidences parce qu'elles ne pouvaient pas supporter. Parce qu'elles avaient un physique atypique, elles marchaient comme des femmes. Elles ont démissionné des résidences. Moi, j'ai dit, je ne les donnerai pas le cadeau. On est arrivé jusqu'au procès et finalement, l'université a dit, oui, l'université m'a donné raison, mais ça n'a pas été facile pour moi de démontrer cela, de démontrer mon quotidien tous les jours. J'ai vécu encore cela comme une humiliation. Et après, vous savez quoi? Après qu'on a donné la sentence que j'avais raison, on les avait sanctionnés, mais j'ai vécu encore avec ces personnes 6 mois dans le même immeuble encore. Alors que l'université les avait sanctionnés, j'ai vécu encore avec eux.
Je sais que, euh, je sais que beaucoup de personnes dans leur résidence, dans leur lieu d'habitation, vivent des scènes pareilles au quotidien. Ce n'est pas évident. Mais je vous dis, si vous restez calme, moi, je suis resté là jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai tenu tête. Tant que vous allez rester, les gens vous insulter comme ça au quotidien, vous vous moquez de vous aux alentours. Parce que le rapport que nous, on a fait, l'association de l'Université Laval a fait, la violence physique n'existe plus, mais c'est la violence psychologique qui existe au fait. On t'attaque avec des rires, avec des regards, avec des moqueries entre guillemets. Et sur les sites de rencontres, au fait aussi, on animalise le noir, au fait. Pour les nouveaux arrivants, c'est que c'est la fétichisation. Tu vois, tu verras sur Grindr, sur Romeo, sur beaucoup de grilles, on cherche un noir, excusez-moi l'expression, avec un long pénis. Pour eux, un noir ne peut pas être passif. Tous les noirs doivent être des taupes, des féroces, des tigres et des lions au lit. C'est ça la problématique. Et généralement, dès que tu as un profil d'une personne noire, tu te sens assagi. Tu te sens assagi sur un site de rencontre. Et là, présentement, toi, tu dis que tu recherches peut-être l'âme sœur, mais c'est toujours, dès que tu salues une personne, tu refuses de côtoyer une personne, c'est les insultes après. C'est les insultes, mais rien que dans ton pays, salle noire et tout, tout est permis sur les sites de rencontres, au fait. C'est à ciel ouvert. C'est à ciel ouvert. En telle sorte que, imaginez une personne nouvellement arrivée au Canada qui est seule. Elle va expliquer ça à qui, au fait. Parfois même, certains se font abuser. Certains se font abuser dans les maisons. Tu rencontres quelqu'un sur un site, vous arrivez, tu lui dis il te dit qu'il t'aime, mais toi, tu l'aimes de manière innocente et de manière vraie, alors pour lui, c'est juste pour faire le sexe d'un soir. Après avoir fait son sexe, bam, il se lève, il part. Beaucoup de personnes restent blessées dans leur amour-propre. Ils se sentent blessés dans leur dignité. Il faut comprendre dans la société où nous vivons. Ce qui veut dire que ça va prendre, connaître qui on est. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser faire. Première rencontre, lorsque tu rencontres une personne, moi je le dis dans le cas des relations, lorsque tu rencontres une personne, dis à la personne qui tu es et ce que tu veux. Et dis à la personne que si elle ne veut pas, elle te laisse en paix. Il faut savoir avoir l'autorité sur sa parole, ne pas avoir peur au fait. Parce que je sais que pour certains, comme ils n'ont pas encore des papiers, ils se disent personne n'est sous homme. Selon la Charte des Nations Unies, c'est la Convention de Genève, même si vous êtes sans papier au Canada, personne n'a le droit de venir abuser de vous sexuellement, ou bien moralement, ou bien abuser de vous dans un travail quelconque. Personne n'a le droit de le faire. Personne n'a le droit d'abuser de votre dignité, parce que je sais que beaucoup de personnes LGBT qui arrivent en Afrique, moi-même j'ai fait l'expérience, beaucoup arrivent et sont abusés sexuellement. Ils sont harcelés, ils ne connaissent pas les lois sur le harcèlement, ils sont abusés sexuellement, mais ne peuvent pas en parler. Ce sont des tabous chez nous. Ce sont des tabous chez nous, ces personnes-là. Ce sont des tabous, qu'est-ce que je vais dire? Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire. Et beaucoup, lorsqu'ils arrivent, quand ils n'ont pas encore de papier, ils travaillent, par exemple, manufacture, les petits boulots là, où ils sont payés en dessous de l'heure. Il faut souvent dire aux gens, que tu sois sans papier, que tu aies des papiers, il faut souvent demander, se renseigner auprès de vos organismes. C'est combien le salaire minimum, il fait ici? Pourquoi est-ce que le monsieur me paye comme ça? Apprenez à lire vos contrats. Ça fait partie, parce que tu vas aller travailler quelque part dans une manufacture ou bien porter des charges élevées, on te paie à 9 $ de l'heure. Les rapports sont là. Où les personnes LGBT, et pourtant tu es une minorité, tu n'as même pas signalé, tu as même peur de dire lorsque tu travailles que tu es une minorité. Tout le monde n'est pas obligé de dire, mais parfois c'est important de le dire, de le faire savoir aux gens. Et tu arrives même, tu travailles en dessous du salaire minimum et tu ne connais même pas les règles du pays là où tu te trouves. Il est important que, par exemple, les organismes comme Franco-Cuir aident les immigrants à lire leur contrat. Mon contrat de travail dit quoi? Quel est le salaire minimum requis? Ce n'est pas en Afrique qu'on ne te donne pas le travail parce qu'on a pitié de toi. Non. Il faut enlever cette mentalité-là. On te donne le travail parce que tu es compétent, parce que tu peux apporter quelque chose à l'entreprise, au fait.
on ne te donne pas le travail en signe de supplication. Il faut arrêter cela. Donc, il faut être fort psychologiquement, fort physiquement. Cela vous permet d'avoir votre santé mentale, au fait. Et arrêtez de garder les choses pour vous. Chez nous, les Noirs, quand on a des problèmes, on les garde beaucoup pour nous, au fait. J'ai un ami qui me racontait une personne que j'ai connue, je dis même un ami, une personne que j'ai connue récemment, elle me dit, elle est nouvellement arrivée, c'est un beau garçon, il est vraiment beau. Je vous dis, tout le monde est beau, mais lui, là, il est vraiment beau. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, il a rencontré une personne au monsieur, et le monsieur l'a écrit plusieurs fois. Il a dit au monsieur, moi, je dois d'abord aller à l'école, j'ai des problèmes à l'école, je dois d'abord aller à l'école. Le monsieur l'écrit. Finalement, il dit, OK, je viendrai chez toi, mais ça sera pour discuter. Lorsqu'il arrive chez le monsieur, il s'assoit, il se met à discuter avec le monsieur. Le monsieur commence directement les attouchements. Il dit au monsieur, non, je ne veux pas que tu me touches. Non, je ne veux pas que tu me touches. Et là, le monsieur dit, ah ben, si je ne te touche pas, je vais appeler la police. Je vais appeler la police et je montre que tu es venu me harceler chez moi. Tu es venu t'embrouiller chez moi. Vous vous rendez compte, il est nouvellement aussi arrivé au Canada et les gens se comportent comme ça, en fait. Finalement, il est parti. Et alors qu'il me raconte aussi qu'il a l'expérience que le monsieur le texte chaque jour, il ne répond pas. Une fois, il dit au monsieur que arrête de m'écrire. Arrête de m'écrire. Si tu continues à m'écrire, je te bloque. Le monsieur dit, en tout cas, je vais dire que tu as harcelé, tu as passé le temps à m'harceler. Vous vous rendez compte comment les gens utilisent le droit qu'ils connaissent pour stigmatiser, pour faire mal aux autres personnes. Moi, je vous dis, il est maintenant temps d'être garant de votre santé physique et psychologique. Si vous avez affaire à ce genre de personnes-là, il ne faut pas avoir peur de raconter ce qui s'est passé. Ce sont des tabous que beaucoup de Noirs ont peur de raconter. Il faut raconter ça à votre organisme. Il faut raconter ça aux personnes ressources de votre organisme et dénoncer ces personnes-là. Parce que ça peut être difficile. Je sais que ça peut être difficile. Un Noir qui se plaint à la police, c'est souvent un peu « waouh », un Noir qui se plaint, c'est souvent parfois. Moi, j'appelle la police, je dis « waouh, c'est un Noir qui se plaint ». Je dis pourquoi pas? Pourquoi un Noir ne se plaindrait pas? Donc, il faut aller avoir besoin de dénoncer ce genre de pratiques, ce genre de personnes. Et beaucoup de personnes ont peur. Ont peur de dénoncer, de dire cela en fait, au fait. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, lorsque vous ne vous sentez pas à votre aise quelque part, appelez, écrivez, on va vous aider. Le Canada, c'est un pays qui est pour tout le monde. Le Canada, c'est un pays qui est là pour vous, pour vous protéger. On n'est pas là pour vous brimer. C'est de ça qu'il est question. Et aussi, la santé psychologique et la santé physique, ça vient aussi, ça viendra de vous-même, au fait, aussi. Merci, Francis. Ça viendra de vous-même. Je pense que je veux m'arrêter là pour ce soir. Si des gens ont des questions, ils vont poser des questions et ça permettra peut-être de revenir sur certains points que je n'ai pas soulignés. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurent Francis. Merci. On arrive à la fin de la capsule 4 sur comment prendre soin de sa santé physique et mentale. J'aimerais vraiment te remercier de nous avoir accompagnés pendant ces 4 capsules. Pendant ces 4 semaines, de nous avoir donné des outils sur l'épanouissement de la communauté LGBTQIA+ noire sous le prisme du savoir africain. Je retiens aujourd'hui qu'il faut vraiment valoriser sa culture, que c'est très important de s'accepter puis de s'aimer soi-même et aussi de connaître ses droits. Alors, on arrive à la fin, donc je vais passer maintenant la parole aux participants et participantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main comme vous savez le faire ou juste le signaler. Partager une expérience ou poser une question. Il ne faut pas avoir peur, il faut poser des questions. Ça permet aussi d'améliorer, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien si vous avez des témoignages, pas nécessairement des questions, pour aussi témoigner de votre expérience, au fait aussi. C'est important, en fait. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont touché particulièrement? Je vois que Fabrice aimerait prendre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, ce n'est pas une question, c'est certainement comme la fois dernière, remercier Francis pour sa
brillante présentation, exposé. Et la présentation d'aujourd'hui est encore plus importante que les autres car elle touche les droits et c'est très, très important, surtout ceux qui arrivent nouvellement au Canada, souvent étant simplement en processus pour obtenir le statut de réfugié. Les gens peuvent se retrouver, peuvent en fait avoir peur de réclamer justice, mais comme l'a dit Francis, tous les êtres humains peuvent réclamer justice. Vous pouvez appeler la police, le 911, comme l'a dit Francis. Donc, c'est très, très important, quel que soit le statut, même si on n'a pas de papier, on est réfugié, si on est un être humain, qu'on est agressé par qui que ce soit, il faut appeler la police. Le 911, c'est pour tout le monde. C'est très, très important. Ou contacter quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est là depuis longtemps. Contacter Francis, qui a plus d'outils que vous, ou un autre ami noir, ou une association. Franco-Queer. Voilà, exactement, Franco-Cuir. Donc voilà, prenez ces téléphones, enregistrez ces numéros de téléphone avec vous. Moi, je serai partant pour défendre quelqu'un, pour accompagner quelqu'un qui se ferait agresser, car là, c'est en fait violer la dignité de quelqu'un qui ne connaît pas ses droits et c'est inadmissible. Donc, Francis, merci beaucoup et j'espère que tu vas vulgariser davantage cette conférence auprès de la communauté noire, LGBT, immigrante. Merci infiniment. Voilà. Tout à fait. Merci Fabrice, merci pour ta participation. Merci pour ta présence. Je vois que ce n'est pas la première fois que tu viens. Le peu de fois que j'ai pu assister quand même aux ateliers, tu es toujours là. Merci. Merci de ton soutien. C'était la deuxième fois. Oui, merci. OK. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aimerait participer, poser une question, partager une expérience? C'est pas facile aussi. C'est pas facile de parler parce que chez nous, on arrive avec des trucs. La sexualité, c'est parfois... ce qui est bizarre, c'est que chez nos ancêtres, la sexualité, c'était quelque chose de célébration. C'était comme une célébration. On marchait nu, on marchait avec les cache-sexe chez nous. On n'avait pas honte de la nudité. Mais avec la colonisation, on a appris quelque chose. On a appris à avoir honte au fait de ce que la colonisation a apporté de la culture. On a appris à avoir honte de notre sexualité. Ça veut dire que certaines pratiques sont devenues tabous, au fait. Et les gens transportent donc ces tabous-là en se disant que même ici au Canada, tout ce qui se passe en termes de harcèlement sexuel, en termes de viol, en termes de tout ce qu'on reçoit, on le garde pour soi, en fait. Et pourtant, ce n'est plus le même contexte, au fait. Il n'y a pas de problème, Francis. Fabrice, pardon. Donc, c'est ça qui fait c'est ça qui fait les problématiques aussi aujourd'hui. Et aussi, je comprends aussi, il y a un cas que j'ai oublié de dire parce que beaucoup de personnes, même les personnes hétérosexuelles noires, subissent cela. Il y a les micro-agressions qu'on ne dit pas. Par exemple, si tu travailles quelque part, généralement, c'est toi le noir qui dois fournir toujours plus d'efforts que d'autres personnes. Tout le monde est à contrôler ton travail. Si, par exemple, tu ne pars pas à la pause avec les collègues, ou bien si tu ne dînes pas, par exemple, il y a la pause café, pause cigarette. Moi, je vais dire à mes collègues ici un jour que moi, je ne fume pas et moi, je ne bois pas du café. Donc, si vous partez à vos pauses là, buvez votre café et fumez vos cigarettes parce que ma pause, je prenais sur ma pause pour parler au téléphone à ma mère qui est hors du continent. Ils ont convoqué le patron m'a convoqué. Comme on dit, il y a un problème, c'est que vous êtes en train de décrire la marche de l'entreprise. J'ai dit, mais comment je décris la marche de l'entreprise? Ou non, les collègues se plaignent que tu ne te mêles pas à eux, au fait. Parce que, et je comprends que, j'ai dit, mais comment je ne me mêle pas à eux? Est-ce que je n'apporte pas le rendement qu'il faut? Il dit, non, vous travaillez très bien, mais c'est juste que les collègues se plaignent que vous ne mêlez pas à eux. Je vais me mêler à eux, je ne fume pas. Et en plus de cela, dans les causeries, j'ai remarqué que les gens viennent exposer leur vie familiale dans le travail. Les gens parlent de leur mari,
de leur sexualité, de leur choum, de les relations sexuelles qu'ils ont eues avec leur femme, des relations qu'ils ont avec leur femme. Chez nous, il y a certains, comme je disais souvent, qu'il y a les tabous chez nous. Moi, je n'exposerai pas ma vie sexuelle au bureau, au travail. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc, ça veut dire que parfois, je veux prendre de l'eau, je veux causer avec eux, mais si chacun parle de sa femme, moi, je ne parlerai pas de mon partenaire ou bien de ce que je vis dans ma chambre. On va dire, ils vont croire que non, je ne veux pas coopérer. Ça sont des agressions, en fait. Ces agressions, je les ai reçues comme une agression, en fait. On me reproche d'être vrai, on me reproche d'être qui je suis, en fait. Et parfois aussi, il y a aussi le fait que, par exemple, lorsque vous vous exprimez, par exemple, avec les collègues, nous, personnes africaines à descendance africaine et caribéenne, on a souvent un ton assez élevé. Et ici, les gens parlent à voix basse. Certains vont percevoir ça comme étant une agression. Il est important de signifier, lorsque vous arrivez dans un travail, de signifier que voici comment je suis, voici qui je suis, voici qui je suis. Donc, ça veut dire que lorsque je m'exprime avec toi, lorsqu'on cause ensemble, si ma voix est élevée, c'est parce que je ne suis pas en train de t'agresser. C'est comme ça, c'est ma culture, c'est comme ça que je suis. Ça veut dire que si à la pause, je ne parle pas de mes problèmes familiaux avec toi, c'est parce que je considère qu'ici, c'est un lieu de travail et que tu n'es pas la personne appropriée pour parler de mes problèmes de travail, au fait. Parce que ce qui s'est avéré, c'est que lorsque vous vous ouvrez, vos problèmes de travail, le patron va au courant de vos problèmes de travail et parfois même de ta vie privée et cela te fragilise dans ton milieu de travail. Il est important de souvent souligner, lorsque vous entrez dans un travail, en premier contact, de mettre les points d'ordre sur cela. C'est vraiment important. Et quand vous travaillez, si tu travailles quelque part, si on t'a pris là, c'est parce que tu es compétent et parce que tu as une valeur ajoutée. C'est pour cela qu'on t'a pris là. On ne t'a pas pris là parce que tu es mendiant, c'est par pitié. Non. Il faut savoir négocier vos contrats. Savoir négocier vos contrats. Merci. C'est très important de savoir s'affirmer, de savoir qu'il y a des organismes comme nous qui sommes là pour vous aider également. Merci encore, Laurent Francis. Les 4 capsules, peut-être aujourd'hui, si les gens n'ont pas de questions pour la capsule d'aujourd'hui, c'est le temps aussi de poser des questions sur toutes les autres capsules, au fait. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'après ça, malheureusement, on ne va plus se retrouver pour les capsules. Donc, c'est le moment de il y a aussi mon contact. J'ai donné mon numéro de téléphone. C'était mon numéro de téléphone avec mon courriel. C'est un peu plus haut. Oui, il y a mon numéro de téléphone et mon courriel, Ulaval. Je suis joignable quand il s'agit des problèmes de discrimination, de racisme, de toutes les personnes, quelle que soit ta couleur. Je suis joignable 24 heures sur 24 et par mon courriel aussi. Mais si vous m'appelez, vous vous présentez, je vous réponds toujours aux gens qui ont besoin d'aide, au fait. Merci encore. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux juste confirmer qu'il n'y a pas d'autres partages et d'autres questions. Parce qu'il y a eu la première capsule sur le savoir-faire africain, il y a eu la deuxième capsule, la troisième capsule. Est-ce que vous aimeriez que je vous accompagne quelque part? Par exemple, il y a l'atelier du samedi 10 avril exactement. Samedi 10 avril de 13 à 15 heures. Je me suis enregistré, je serai là dans cet atelier avec vous, au fait. C'est sûr que Laurent Francis, tu seras toujours avec nous, on ne te laisse pas partir. Non, je serai là dans l'audience virtuelle des demandeurs d'asile. Comment préparer les gens à l'audience et aussi quelles questions, parce que c'est important de préparer les gens à l'audience pour les demandeurs d'asile. C'est vraiment important. J'y serai. Ça fait partie de la problématique de ma thèse de master exactement. La problématique des demandeurs d'asile, particulièrement les Camerounais, les personnes noires d'africaines et d'ascendance africaine. Parce que je sais, par exemple, que le fait, par exemple, vous savez, chez nous, en Afrique, lorsque tu parles à un supérieur, tu vas baisser les yeux. Mais ici, en Occident, en psychologie, lorsqu'on parle en travail sur la psychologie ici, lorsque tu agresses à un supérieur, tu dois le regarder droit dans les yeux. Et quand tu le regardes droit dans les yeux, ça veut dire que tu dis la vérité. Mais si tu regardes en bas, on va dire que tu es un menteur, en fait. Il y a cette interprétation-là que beaucoup de personnes, tu peux arriver au tribunal, lorsqu'on te pose une question, parle-moi de ta sexualité, tu regardes en bas. Pour la psychologie qu'on enseigne aux gens ici,
il va peut-être croire que que tu es en train de dire le mensonge au fait. Et pourtant, tu baisses les regards, c'est un signe de respect au fait face à l'autorité. Donc, il y a ces interprétations-là qui sont souvent, il faut faire comprendre ça aux juges et aux parties qui sont souvent durant le procès. Il y a aussi, par exemple, que les gens sont souvent étonnés que des gens ont eu des enfants, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ben, ils sont souvent étonnés. Non, les gens se sont mariés, ils ont eu des enfants, c'est parce que la société, on commence à te poser les questions à partir de 13 ans, 15 ans. Où est ta copine? On ne t'a jamais vu avec une copine. Donc, ça veut dire que pour plaire à la société, certaines personnes sont obligées de prendre des femmes et d'avoir des enfants. C'est pour cela que quand ils arrivent ici, ils déclarent leur homosexualité. Donc, comment il va donc justifier son homosexualité s'il a passé le temps à camoufler son homosexualité dans son pays d'origine? Il y a ça aussi. Et aussi, le fait aussi que les personnes n'arrivent pas à comprendre, à connaître les questions. On dit, tu es quoi? Est-ce que tu es queer? Est-ce que tu es homosexuel? Est-ce que tu es lesbienne? Non, moi, dans mon étude de terrain, beaucoup de personnes me disent, moi, je me sens seulement attiré par les personnes de même sexe. Je ne veux pas qu'on m'identifie comme lesbienne ou bien comme gay. Je ne veux pas qu'on m'identifie comme cela, en fait. Ça fait en sorte qu'on ne se pose pas la question, ça, c'est des trucs occidentaux centrés, on ne se pose pas la question que est-ce que la personne dans son contexte camerounais ou bien haïtien, est-ce que dans son contexte, est-ce que c'est le même langage qu'il utilisait? Donc, on te pose des questions en fonction du langage canadien. C'est des choses qu'on doit corriger, au fait, qu'on doit corriger parce que c'est des choses qu'on doit corriger. Parce que si on te pose la question que... OK. J'aimerais vous remercier vraiment pour votre participation parce que là, vous êtes resté avec nous jusque-là. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le temps est fini. Merci beaucoup.